Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question d'histoire et aussi de littérature. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Houaria Kadra Hadjaji. Houaria Kadra Hadjaji, bienvenue à Berbère Télévision. Je te remercie, Youssef, et je te remercie une deuxième fois pour ton invitation à Berbère TV. Et je remercie aussi la direction de Berbère TV pour l'occasion qui m'est donnée de parler de mon dernier livre. On parlera du dernier et des autres. Alors le dernier, donc c'est Massinissa, le grand Africain. Hein? C'est un livre qui est sorti chez Cartala en France et qui fait la lumière sur ce grand homme qui est Massinissa. Alors Massinissa, qui est-il alors? Alors Massinissa, effectivement, c'est un grand homme. C'est un homme illustre, d'une grande envergure, et qui a été l'un des premiers rois berbères numides de l'histoire, avec Sifax. Tous deux ont été connus, ont fait leur entrée dans l'histoire avec un grand H, à la même époque, grâce à leur participation dans les guerres menées par les Romains. Et la grande guerre menée par les Romains, c'est la deuxième guerre punique qui a abouti à la défaite des Carthaginois et de Carthage. C'est grâce à cela que les historiens anciens ont parlé de ces rois. Autrement, si ces rois n'avaient pas fait alliance avec Rome, ne s'étaient pas battus pour Rome, n'avaient pas remporté des victoires pour Rome, on n'aurait jamais parlé d'eux. Donc c'est de cette manière-là. Les historiens anciens étaient intéressés uniquement par l'histoire de Rome, mais il leur a fallu, à ce moment-là, parler des alliés de Rome. Or, nous avons la chance, vraiment la très grande chance, que Massinissa et Sifax se sont alliés tantôt avec Rome, tantôt avec Carthage, qu'on a parlé d'eux et qu'on peut les connaître maintenant. Et effectivement, et donc Massinissa voit le jour vers 238 avant Jésus, oui. N'est-ce pas? Oui. Son père, c'est Gaïa. Gaïa, oui. C'est déjà un roi, n'est-ce pas? Oui, Gaïa était roi à cette époque. Enfin, Gaïa, vous devinez, c'est Gaïane, avec le N qui a sauté, était déjà roi, mais on ne le connaissait pas tellement. Il était roi d'un petit royaume et qui se trouvait entre le territoire de Carthage à l'est et le grand royaume de Sifax à l'ouest. Il était coincé entre les deux. Et c'est parce que Gaïa s'est allié d'abord aux Carthaginois qu'il a envoyé son fils en Espagne faire la guerre pour les Carthaginois contre les Romains, que Tite-Live a parlé de lui au livre 26, si je ne me trompe, oui, en disant qu'à cette année-là, on a vu Massinissa arriver en Espagne avec des contingents pour soutenir Carthage. Et voilà. Son histoire est connue à partir de là. À ce moment-là, il n'était pas lui-même roi, n'est-ce pas? Voilà. Non. C'était le successeur de Gaïa, mais à certaines conditions. Oui. C'est que, selon la tradition, lorsque un roi numide mourait, il était remplacé par le plus vieux de la grande famille. Et le plus vieux qui a remplacé Gaïa, c'était Eusalcès, qui avait 90 ans. Oui. Donc il a fallu que Massinissa attende un peu. Il n'a pas attendu longtemps parce que Eusalcès était très vieux. Oui. Ensuite, il a fallu qu'il bataille pour qu'il récupère son trône parce qu'un usurpateur est entré en lice. Il s'appelle Mazetoul. Oui, oui. Ça donne une histoire très animée, très mouvementée. Tout à fait, on le sent, on plonge dans cette histoire, dans ton livre. Et effectivement, c'est un livre qui se lit facilement aussi. Et donc, Massinissa va être acculé un peu à gérer, au fait, donc, sa proximité avec les Romains, avec les Carthaginois. Oui. Tantôt c'est la guerre, tantôt c'est la paix.
Tantôt c'est l'Alliance, oui. Alors ces deux rois ont pratiqué ce qu'on appelle le système de bascule. Oui. Ils étaient, alors pour commencer, Gaïa était allié à Carthage. Ensuite, il était allié à Carthage. Et ensuite, Massinissa s'est rapproché des Romains dans une situation qui était très critique pour lui. Alors c'est la même chose, Syphax était allié aux Romains, ensuite il s'est allié aux Carthaginois, donc c'est le système de bascule dans ces alliances. Effectivement, mais Massinissa va régner pendant longtemps. Oh là, 55 ans au moins. Au moins 55 ans, certainement plus de 50 ans. Et il a eu le temps de transformer son pays. Donc c'était la Grande Numidie, c'est-à-dire la Numidie de Syphax et la Numidie de son père Gaïa, d'en faire un royaume prospère, connu dans le monde, respecté. Connu dans le monde, il était connu en Espagne, puisqu'il est allé faire la guerre de 212 à 206. C'est ça, 212-206. Oui. Ensuite, dans les pays grecs, dans les îles de Délos, dans les îles de la mer Égée, Délos, Rhodes, la Grèce, il était connu aussi. Il avait des relations avec les Grecs. Il parlait le grec, il faut toujours le dire. Oui, alors, bien sûr. Il parlait le libyque, il parlait le punique, qui était la langue officielle des royaumes numides. D'accord. Le punique, c'est la langue de Carthage. Oui. La langue de Carthage. Ensuite, le romain, le latin, puisqu'il s'est allié aux Romains. Et ensuite, le grec. Ou bien tout ça simultanément. Donc, c'était quand même un homme instruit aussi. Oui, c'était un homme instruit. Un de ses fils, Mastanabal, avait reçu des cours de grec et de littérature, était cultivé, et il était si bien connu qu'il était invité à ce que l'on appelle des grands jeux grecs. Alors ces grands jeux grecs, c'est les grandes Panathénées, oui, qui ont lieu tous les 4 ans en l'honneur d'Athéna, la patronne d'Athènes. Oui. Alors il y avait une partie qui était réservée aux Grecs, des jeux qui étaient réservés aux Grecs, et les étrangers également pouvaient concourir. Lui envoyait un attelage avec des chevaux, des cochers, etc. Il ne se déplaçait pas pour ces jeux. Il envoyait d'autres, et il a eu un prix beaucoup plus tard, c'est-à-dire il a réussi, on a trouvé ça sur une inscription. Oui. Alors je vais la retrouver, ça doit être 169, c'est ça. Oui. 170-169, oui, ou on n'a pas la date exacte, 166-165, puisque les Panathénées ont lieu tous les 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, l'inscription, alors? Eh bien, il y a son nom. Mastanabal, fils de Massinissa, a été vainqueur aux grandes Panathénées sur un attelage à 2 chevaux. D'accord. Et vous savez quelle était la récompense, C'était Youssef? quoi? C'était quelle récompense? On en reste devant la voracité des sportifs actuels qui ne sont pas assez gavés par l'argent. C'était de magnifiques amphores remplies d'huile d'olive. Ah, c'est magnifique, c'était juste pour le symbole, n'est-ce pas? C'était le symbole. Et puis une couronne. Voilà. Une couronne, simplement. C'est tout. C'est tout, mais la victoire avait un retentissement, je pourrais dire, mondial. Sa patrie, c'était un grand honneur pour sa patrie, pour lui,
Bon, ça c'est. Bien sûr. Donc ça sous-entend qu'il y avait de très bonnes relations, hein, oui, n'est-ce pas? oui, Massinissa donc avait de bonnes relations avec les Grecs. Les Grecs qui étaient un peu en avance à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, la Grèce, c'est ce qui a donné la civilisation occidentale par l'intermédiaire des Romains, toutes les institutions, etc. La Grèce était une espèce de phare, c'était le phare du monde, même si les Romains l'avaient vaincue et un peu abaissée, mais elle rayonnait par sa culture, par ses institutions, par les jeux qui avaient un rayonnement extraordinaire et qui attiraient des rois. Alors le roi d'Égypte venait, etc. Pratiquement de toute la Méditerranée, n'est-ce oui, pas? de toute la Méditerranée, oui. Oui, et Massinissa, donc dans son royaume, il a fait des choses aussi, des réalisations. Il a, on dit aussi, un peu sédentarisé les habitants. Non, est-ce que c'est vrai ou bien Non, ça a été... ça, il faut corriger ça. Oui. Et celui qui a corrigé ça, c'est le grand archéologue Gabriel Camps. Oui, qu'est-ce qu'il dit alors? Alors, qui a fait des recherches, Oui. qui a creusé le sol, a trouvé des habitats de numides, Oui. mais de numides sédentaires. C'est-à-dire qu'il y avait un mobilier, des bols, des tasses, des assiettes, etc., qui appartenaient à des sédentaires et non pas à des nomades. À des nomades. Donc peut-être même avant Massinissa, c'est cela? Oui, plusieurs siècles. Voilà. Plusieurs siècles avant Massinissa, les Berbères étaient sédentarisés. Donc il les a aidés seulement en leur offrant de nouvelles terres, puisqu'il a conquis le royaume de Syphax, qui était vaste et fertile, et il a aussi conquis une grande partie du territoire de Carthage, qui était extrêmement riche et qui produisait beaucoup de céréales, de blé, à l'exportation. À l'importation, ils avaient l'autarcie, l'autosuffisance, oui. mais également ils envoyaient des céréales à l'étranger, surtout à la Grèce. Surtout en Grèce. Mais Pardon, à Rome aussi. À Rome plutôt aussi. À Rome aussi, oui. D'accord. Et donc, Massinissa a eu en revanche des relations conflictuelles avec Syphax, n'est-ce pas? Ah oui, je ne sais pas, ça a été la malchance. Et moi, je plaide pour Syphax. Oui. Je plaide pour lui, pour qu'on garde de lui une image positive. Oui. Ça a été un grand roi, mais il a été malchanceux. Pourquoi? Alors sa malchance, eh bien, est due d'abord au fait qu'il s'est allié avec Carthage, qui allait perdre la guerre. Oui. Ça, il n'a pas été, comment dire, lucide. Il n'a pas prévu, et surtout, il était amoureux fou de la jeune, la petite même, je devrais dire, oui. Sophonisbe, oui. Qu'il a épousée à l'âge de 12 ans, 13 ans. D'accord. Et qui, paraît-il, moi ça m'étonne, était une grande séductrice à cet âge-là, oui. Et qui a manipulé pour le maintenir dans la mouvance de Carthage. Oui. Alors, il paraît qu'il était amoureux fou. Massinissa il ne aussi. sera pas le seul, n'est-ce pas? Massinissa aussi. Oui. Heureusement, si je peux dire, que Scipion, le futur Africain, l'a remis dans le droit chemin. Oui. Parce qu'il allait prévoir qu'elle allait le manipuler, le détourner de l'alliance romaine. D'accord. Donc il lui dit, je ne veux pas de ce mariage, tu me la livres, enfin il lui a fait une bonne remontrance, et il faut que tu la livres au peuple romain parce que c'est une prisonnière, une captive. Donc elle n'a aucun droit, aucune existence légale, etc. Alors Massinissa était effondré, mais il avait honte. Il avait honte d'avoir déplu à Scipion, qu'il admirait comme un dieu. Et il s'est résigné à lui envoyer le poison, comme il l'avait promis. Il lui avait promis qu'elle ne tomberait pas vivante aux mains des Romains, des Romains, qui étaient ses pires ennemis à elle.
Alors il lui a envoyé le poison et il a mis du temps à s'en remettre, tandis que Syphax, non, il devait être faible. Il devait être de nature faible et il était prisonnier d'elle. Il paraît qu'elle savait s'y prendre pour l'enchaîner, voilà. Est-ce que c'est vrai qu'elle a été promise à Massinissa au départ? Oui, oui, oui. Alors elle avait été promise à Massinissa par son père, c'était le général Hasdrubal. Comme il y a plusieurs Hasdrubal, on ajoute toujours Hasdrubal, fils de Giscon, Oui. vraiment un grand général. Et pour maintenir Massinissa dans l'alliance, dans l'alliance carthaginoise, il lui a promis sa fille. Mais, comme les choses ont mal tourné par la suite, il a commis ce que l'on appelle un parjure, et qui chez les anciens est très grave. Parce que lorsqu'on signait un traité, une alliance, etc., on jurait. On le faisait solennellement devant les dieux, donc on leur faisait des sacrifices, on les invoquait, ils étaient les témoins de cette alliance, et lui avait juré devant les dieux, et il a fait autre chose, il a rompu son serment. C'est ce qu'on appelle parjure. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de religion dans le royaume de Massinissa? Oui, oui. C'était quelle religion à cette époque-là? Plusieurs. D'accord? Ah oui? Oui, oui, oui. C'est ce qui est comment dire, très intéressant. Oui. C'est qu'ils étaient polythéistes. D'accord. Et moi, je trouve que le polythéisme, bon, pas un polythéisme où on adore 100 ou 120, je ne sais pas, beaucoup de dieux, mais si on laissait chacun rendre un culte à son Dieu, choisir librement sa religion, il n'y aurait pas tous ces massacres. Le monothéisme, de ce point de vue-là, parce qu'il a engendré le fanatisme, le sectarisme, la haine, la violence, les massacres, je trouve que ça n'a pas été positif. Est-ce que Massinissa a été influencé par les croyances des Carthaginois? Oui, oui. Alors il faut vous dire que la première civilisation à s'installer en Afrique du Nord, c'est la civilisation, on l'appelle phénicienne, Oui. puisque la reine, selon la légende, la reine Didon et tout un cortège de notables est venue en Afrique, est venue dans l'est de l'Afrique, et bien sûr, étant une phénicienne, elle a donc établi les institutions, la religion. La religion, et tous les peuples de l'époque étaient profondément religieux, tous. Alors sa religion, etc. Donc, devant la beauté, devant le prestige des Carthaginois, les Numides ont été séduits. Ont été séduits, et puis même ils ont été nombreux à habiter sur le territoire de Carthage. Parce que les Tyriens, ce sont les Tyriens qui sont venus de Phénicie, n'étaient pas nombreux. Alors il leur fallait des femmes, il leur fallait des hommes pour travailler la terre, etc. Le peuplement. Donc il y a eu des métissages entre les Phéniciens et les Berbères. Oui, on les appelait les Libyphéniciens. D'accord. C'est-à-dire métis de Libyens, c'est-à-dire Berbères et Phéniciens. Et ils étaient très 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 nombreux. Et Massinissa, lorsque Massinissa apparaît dans l'histoire, les villes de son royaume, lui-même, la cour royale, sa famille, sont influencées, ont intégré beaucoup de choses de la civilisation punique, et en particulier la langue. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que la langue punique était la langue officielle. C'est celle qu'on trouve sur les inscriptions. Par exemple, toutes les inscriptions... La langue berbère aussi existait. On la retrouve dans certaines inscriptions, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Je dis toutes, non. Dans certaines inscriptions, on la trouve.
Que dire encore? La religion, qui est un élément fondamental de l'identité aussi. Les Numides rendaient un culte à Baal Hamon, Oui. le grand Baal Hamon, et la Tanite. Et on a retrouvé dans le sous-sol, on a mis au jour un terrain, un lieu où les sacrifices se faisaient à ciel ouvert. Les sacrifices d'enfants, On pense, les Carthaginois, semble-t-il, ont été adeptes de ce genre de sacrifice, n'est-ce pas? oui. Alors on trouve, les spécialistes se sont battus sur Oui. cette question. Il y a les tenants des sacrifices humains d'enfants. Et il y a ce qu'on appelle les négationnistes. Ah d'accord, qui réfutent cette thèse. Oui, Mais finalement, ce qui l'emporte, ce sont les tenants des sacrifices, qui ont apporté des nuances, d'accord. apporté beaucoup de nuances. Alors, il n'y a pas eu des sacrifices collectifs, comme le raconte Diodore de Sicile, Oui, qui dit que Carthage, se sentant menacée dans son existence, a fait un sacrifice collectif, une centaine d'enfants, je ne sais pas, jetés dans le feu, égorgés, jetés dans le feu, enfin des horreurs, mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ces sacrifices collectifs, des écrivains comme Flaubert oui, les ont largement détaillés dans Salammbô. Je crois aussi une bande dessinée, c'est Tintin, si je ne me trompe, oui. Oui, c'est une ça. bande dessinée où on montre ce sacrifice. Non, ce sont des sacrifices d'enfants en bas âge, ou peut-être des enfants en bas âge, c'est ça. D'accord. Et pour toujours revenir à Massinissa, Massinissa a fait de Cirta sa principale capitale, Constantine. Oui, alors c'était la capitale de Syphax. Il en avait deux Ça, c'est au départ. au départ. Parce que Syphax a commencé à régner avant Massinissa. Avant Massinissa, il était roi dès 213. Oui. Et Massinissa a régné beaucoup plus tard, 213, quand il a conquis, quand Scipion, attention, il faut voir aussi... Vers 2003 avant Jésus. Donc c'était... oui. Alors 213, ce sur quoi je voulais insister, Oui, c'est que oui, c'est en 203. c'est ça. Alors vous faites la différence, l'autre c'était 213, régné depuis 10 ans. Et ce que je voulais souligner, Oui. c'est que c'est Scipion l'Africain qui, pour la première fois, lui donne le titre de roi D'accord. et les insignes de la royauté. C'est-à-dire, tu es roi grâce à moi. Et ça va instaurer des relations de clientèle entre les deux personnages, vous voyez. D'accord, mais ceci dit, la population a tout de suite un peu adopté Massinissa. Oui. Il avait une aura. Oui. Il était célèbre, il était aimé. Non. Et il n'a jamais eu de problème avec son peuple. Jamais. Durant tout son règne. Durant 50 ans. À part, on nous signale qu'un rebelle avait traversé le territoire de Carthage pour fuir Massinissa, et que Massinissa, voulant le poursuivre, a demandé à Carthage le droit de passage, ça qui lui a été refusé. C'est tout. Avec ses enfants, c'était pas de complot, pas d'intrigue, rien. Il était très puissant et il devait vraiment s'imposer de façon, comment dire, il avait... presque naturelle. Voilà, j'allais dire instinctif, c'est naturel, c'est vrai. Et donc, il a régné de manière naturelle et en symbiose avec son peuple. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Houaria Kadra Hadjaji, donc, qui publie Massinissa, le grand Africain, chez Cartala, donc à Paris. Et donc Massinissa, on disait, ce fut un grand roi et il a eu beaucoup de fils aussi. Alors les enfants, on ne sait pas, entre 54 et 44.
Vous savez, en Arabie Saoudite, il y a un plus grand pullulement. Oui, bien sûr, bien sûr. Il avait une bonne santé jusqu'à, raconte-t-on, jusqu'à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Oui, à l'âge de 88 ans, il montait encore à cheval et il a mené son armée pour assiéger une ville en territoire punique. Donc il se battait, c'est lui qui dirigeait les opérations. C'était absolument fantastique. Et il a eu un enfant à cet âge-là. À cet âge-là. Donc il avait vraiment une bonne santé. Alors vous dites une bonne santé, une vigueur physique, on dit aussi une vigueur génésique. D'accord. Pouvoir engendrer à Bien 90 sûr, bien ans. sûr. C'est assez rare, effectivement. Et donc, comment sera la succession de Massinissa? Alors la succession de Massinissa, Massinissa n'aura pas de tracas à ce sujet, Oui, parce que les liens qui se sont instaurés entre Scipion et lui, c'est ce qu'on appelle des liens de clientèle. oui, Voilà. Il était là, on disait le titre, c'était le titre d'allié et d'ami du peuple romain. On ne disait pas le client de la famille des Scipions. En fait, il était le client de la famille. Et les Scipions seront toujours présents à travers 2 ou 3 générations pour, lorsque les circonstances le demandent, pour le soutenir, pour le conseiller, pour décider et pour le soutenir au Sénat, pour soutenir la politique de Massinissa. Et dans quel but? Pour avoir encore des aides ou pour être un peu soutenu en cas de guerre? C'est dans cette optique? Oui, c'est cela. Mais eux voulaient avoir droit de regard sur le royaume de Numidie, et lui savait très bien, connaissait les règles du jeu. En sentant sa mort venir, comme je l'ai dit, il fait appeler Scipion Émilien. Oui. Vous voyez que c'est la même famille. Oui. Scipion Émilien qui était le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, et c'est celui-là qui a réglé la succession. Et comment il a réglé? Alors, le Micipsa, l'aîné, a reçu le pouvoir. Oui. Mastanabal, la justice. Oui. Et Gulussa, c'est l'armée. L'armée, c'est Gulussa, l'armée. Massinissa avait une grande armée quand même, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il levait, alors les anciens, romains, numides, ne levaient des armées qu'en prévision d'une guerre. Après, ils libéraient leurs soldats. Et Gulussa, qui était quelqu'un de général, a été sollicité par Scipion Émilien, qui à ce moment-là assiégeait Carthage. Il a été sollicité pour participer avec une armée au siège de Carthage. Alors ça implique, ce titre d'ami et d'allié et d'ami du peuple romain implique quelques devoirs. C'est de fournir des contingents, de fournir du blé. Le blé, les Romains le payaient. Des éléphants. Oui. Donc on a vu des éléphants numides se promener. À Rome. D'accord. Pas à Rome, mais en Espagne. Également en Macédoine, parce que les Romains ont fait également une guerre en Macédoine et ils avaient besoin de ces éléphants-là. De ces éléphants, et puis du chef. D'accord. Du chef pour diriger et les éléphants et les hommes. Alors lui n'est pas allé en Macédoine, il a envoyé un de ses fils qui s'appelle Misagénès, oui. qui est un prénom complètement estropié, oui. Parce qu'à travers les prénoms que nous livrent les historiens, les chroniqueurs anciens, oui. Il est difficile de retrouver les prénoms d'origine. Les vrais prénoms, oui. Alors il a envoyé ce fils qui est mort des suites de la guerre. D'accord. Oui. Et donc toujours cette succession de Massinissa qui va plus tard donner notre grand homme berbère, Jugurtha.
auquel tu consacres un autre livre, Jugurtha, un berbère contre Rome. Donc ce livre vient, je crois, d'être réédité en Algérie aux éditions Chez Balzac. Balzac, oui. Voilà. Oui. Donc il avait été publié auparavant, me semble-t-il, aux éditions Casbah et aux éditions Arléa en France. Alors, la première édition, c'est Arléa. Oui, c'est la en deuxième, 2005. Casbah, édition, et la troisième, Balzac. Oui, oui. Alors, Donc, quel est ce lien qu'il y a entre Massinissa et Jugurtha, hein? c'était son grand-père. Voilà. Vous vous rendez compte, Massinissa était le grand-père de Jugurtha, en ce sens que son fils, Mastanabal, dont j'ai parlé tout à l'heure Oui. au Grand Panathénée, avait eu, il faut bien le dire, un bâtard. Oui. On dit un bâtard de Mastanabal. Et ce bâtard vivait avec sa mère en dehors du palais. Il n'y avait pas. Oui. Mais il a eu la chance c'était Scipion Émilien aussi, qui faisait la guerre en Espagne contre la ville de Numance et Oui. qui demande naturellement des renforts aux Numides. Alors la position de Micipsa, à cette époque-là, Jugurtha était devenu un jeune homme magnifique, un sportif, un guerrier, Oui. qui avait tous les dons. On sentait qu'il allait devenir quelqu'un de très grand. Et ça a un peu inquiété le vieux Micipsa. Il Oui. avait 2 fils, Oui. mais qui ne faisaient pas le poids. Oui, devant Jugurtha, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous savez, quelle a été sa décision? Il faut que je me débarrasse de lui. Mais il n'a pas voulu le faire en Numidie, le faire assassiner ou empoisonner. Oui. Et alors, il s'est dit, je vais l'envoyer en Espagne. Et comme c'est une tête brûlée, Oui. vous savez, il se précipitait au-devant des dangers et tout, il ne reviendra pas vivant. Voilà, c'est ce que pensait donc Micipsa. Oui. Mais manque de peau, il est revenu. Il est revenu, mais non seulement il est revenu en ayant appris, en ayant fait une formation sous la conduite des Romains, mais avec une lettre de Scipion Émilien qui voulait le récompenser. Ah d'accord. Alors, je ne dis pas que Micipsa s'est évanoui en lisant la lettre, mais presque, parce qu'il lui disait j'attends de toi que tu fasses un geste pour ce jeune homme qui est digne de son aïeul Massinissa. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Digne de son aïeul Massinissa, c'est qu'il mérite d'être roi. Voilà. Alors Micipsa, qui était un homme tranquille, qui ne voulait pas d'ennui, l'a tout de suite adopté. Et puis ça a été l'engrenage. Massinissa assassine ses cousins. Non, Micipsa. C'est pas Massinissa. C'est Jugurtha. Voilà. A assassiné ses cousins. Voilà. Parce qu'il voulait avoir le pouvoir pour lui tout seul. Je ne sais pas quelle est cette maladie du pouvoir. Bon, mais il n'a pas su gérer sa chance comme l'aurait fait Massinissa. Massinissa était un homme, bien sûr, très intelligent, très posé, diplomate, toutes les qualités d'un homme d'État. Et vous avez Jugurtha de notre côté, qui était plein de fougue, parfois inconscient. C'est ce qui va le pousser à faire la guerre à Rome. Et comment la guerre va-t-elle se déclencher alors entre Jugurtha et Rome? Alors il faut vous dire, parce qu'il faut apporter Oui, bien sûr. rectifier un peu les choses. Oui. Rome voulait la paix. Oui. Ne voulait absolument pas faire la guerre en Afrique du Nord. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle était menacée, elle avait plusieurs fronts, je les ai indiqués, oui, bien sûr. Plusieurs fronts de guerre, donc les légions ne suffisaient pas, et en plus de ça, il y avait la menace d'invasion barbare venue du grand nord du froid, qui allait déferler sur l'Europe. Donc elle ne voulait pas distraire encore des troupes pour faire entendre raison à Jugurtha. Alors Jugurtha, qu'a-t-il fait? Donc il a assassiné ses cousins. L'un, avant de mourir, je ne sais pas pourquoi je ris, ce n'est pas risible, a fait appel à Rome, a appelé Rome au secours.
D'accord. Et comme il était ami et allié des Scipions, c'est-à-dire que ces liens se sont transmis dans la famille et des Scipions et des rois berbères. Bien sûr. Il a fait appel à Rome, le Sénat, quand on dit à Rome, c'est le Sénat. C'est le Sénat, oui. Le Sénat s'est fait tirer l'oreille, il n'avait pas tellement envie d'envoyer une armée. C'est ce que demandait le malheureux Adherbal, mais il a envoyé 3 sénateurs très puissants et redoutés. Il a choisi ceux qui étaient capables de faire plier Jugurtha. Oui. Donc ils se sont embarqués en 3 jours. Ils sont arrivés à Utique, la capitale de la province romaine, et ils l'ont convoqué. Oui. Tu vas venir ici, etc. Il était en train d'assiéger Cirta. D'accord. Et le siège allait aboutir parce que la ville ne pouvait plus soutenir les assauts de Jugurtha. Et il a hésité. Je n'y vais pas, j'y vais. Bon, mais il a eu peur quand même. Il s'est rendu à Utique. Alors il les a écoutés. Il paraît qu'ils ont usé leur salive pour lui faire entendre raison. Oui. Alors, bon, il s'est défendu, etc. Mais il n'a pas plié du tout. Il n'a pas plié. Il est retourné. Il est revenu. Il est revenu, il a emporté la ville d'assaut. Il a fait assassiner son cousin. Et on dit, mais là il y a des versions. Il y a un article, des versions. Et on dit qu'il a laissé les troupes tuer tous les hommes qui portaient des armes, c'est-à-dire non seulement les soldats numides, mais des négociants italiens et romains qui étaient là-bas pour leurs affaires. Alors, là, Rome ne pouvait plus rester... ne pouvait plus le tolérer de cette façon-là, bien sûr. C'était un outrage. Oui. Puisque on lui a dit ne fais pas ça, etc. Non seulement il l'a fait, mais il a assassiné son cousin et il a assassiné des citoyens romains et italiens. Voyez. Et donc c'est de là que va démarrer la vraie guerre entre Rome et donc Jugurtha. 7 ans. Elle va durer, c'est ce que j'allais dire, 7 effectivement. Ans. Vous vous rendez compte, c'est long pour une guerre dans l'Antiquité. C'est très lent, effectivement. Oui, c'est long. Mais il a été d'une habileté, d'une ruse, d'une finesse. Il utilisait des subterfuges. Ça lui a permis de gagner du temps. Mais à la fin, quand sont arrivés parce que les premiers généraux qu'on lui a envoyés étaient des généraux corrompus. Oui. À cette époque, à cette époque, surtout après la Deuxième Guerre punique, les mœurs des Romains se sont vraiment dégradées. Oui. Alors, la Deuxième Guerre punique, c'est il faut sauver la patrie, etc., etc. C'est vrai. Il y a une union sacrée, comme on dit, entre le peuple et le Sénat, qui généralement était un peu en conflit, ils ne s'entendaient pas. Oui. C'était l'union sacrée, mais puis après, Rome, les dirigeants romains ont été pourris par les richesses qui ont débordé chez eux. Alors ils ont été gâtés par le luxe, par l'appât du gain, ils voulaient tout le temps avoir beaucoup de... Parce qu'ils dévalisaient... Et peut-être aussi les rivalités au sein même des dirigeants, bien sûr. Oui, bien sûr. Comment ils se comportaient lorsqu'ils faisaient main basse sur un pays, eh bien, ils emportaient tous les coffres forts de ce pays. Tout l'argent. Oui. Il paraît que ça a été tellement l'argent ruisselé au point qu'un impôt assez lourd a été suspendu jusqu'au temps d'Auguste. Alors c'est ça. Et je vous dis, après c'est corrompu, c'est peureux, les Romains, le Sénat plutôt, a compris qu'il fallait envoyer des généraux intègres. Ça a été d'abord Métellus, qui a commencé à donner des coups durs
à Jugurtha et ensuite Marius. D'accord. Marius, le grand Marius, qui méthodiquement, c'était un grand général, méthodiquement, il a refoulé de l'est de la Numidie à l'ouest, infligé des batailles désastreuses, et puis finalement... Finalement, Jugurtha sera victime de trahison aussi, n'est-ce à la pas? fin, oui. À la fin. À la fin. À la fin, une grande trahison, c'est celle de Bocchus. Bocchus, Bochos, oui. Le roi de Maurétanie, un traître, quelqu'un de lâche, il a trahi. Et son nom est resté dans l'histoire, même dans le parler commun aujourd'hui de la langue kabyle. Le vors, ça veut dire la trahison. Comment on dit? Le vors. Donc c'est Vochos. Ah, oui, Bocchus. Oui, oui. Oui, il est resté dans la mémoire collective. Au moins ça, c'est bien. Voilà. Et donc, comment est-ce que Jugurtha sera donc trahi par son parent? Alors, d'abord, son parent a combattu avec lui. Voilà. Il l'a rejoint avec des armées, mais je ne sais pas, la malchance avait d'abandonner Jugurtha. Il a été battu à 2 reprises. La malchance est aussi l'expérience tactique de Marius. Oui. Donc ils ont été vaincus à 2 reprises. Ils ont perdu énormément de soldats. Ils ont reconstitué l'armée. Ils sont encore allés à l'attaque. Ils ont été encore vaincus. Bocchus s'est dit « moi je rentre chez moi, c'est terminé ». Il a abandonné le combat. Alors Jugurtha s'est retrouvé isolé. Il est allé dans les hauts plateaux, on dit les hautes plaines plutôt, les hauts plateaux, oui, on dit les hautes plaines, chez les Gétules, oui, qui l'ont accueilli à bras ouverts, ont mis à sa disposition des troupes, mais c'était le commencement de la fin. Oui. Alors il l'a contacté, donc il a envoyé à Bocchus un proche de lui, un homme de confiance, pour lui dire voilà, il ne faut pas écouter les Romains. Oui, il faut dire que Jugurtha était déjà marié à une fille de Bocchus. Donc oui, ils avaient un lien entre les deux. Et les Romains ont envoyé celui qui va mener l'affaire de bout en bout, attendez, c'est Marius, comment s'appelle-t-il déjà? Vous voyez, ce n'est pas grave, madame. Je n'ai pas relu. Oui, ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas relu, mais ça va revenir. Oui. Alors, a envoyé son lieutenant auprès de Bocchus pour lui parler sur un ton ferme et même menaçant. Oui. Alors Bocchus a eu peur, parce qu'il s'est dit, ils vont vaincre Jugurtha, ils vont s'emparer de la bouchée de moi, parce que c'est un petit royaume, la Mauritanie. Oui. C'est le nord du Maroc. Alors, donc il y a eu beaucoup de temps qui est passé en discussion, en négociation, etc. Et Jugurtha avait demandé à Bocchus de participer aux négociations. Et en fait, ils lui ont tendu un piège en l'invitant prétendument à une entrevue, mais il fallait qu'il vienne sans armes. Oui. Enfin, je suis prise de pitié à ce moment, je vous assure. Oui, je te comprends, mais bien sûr. Il a fait confiance. Il a fait confiance, c'est parce qu'il était au bout du rouleau, comme on dit. Oui. Alors, le rendez-vous a été donné à un endroit qui n'est pas précisé. Des tueurs ont été embusqués pas loin, dans un bois, et il y avait un monticule. Alors, Jugurtha arrive avec des fidèles, et Bocchus monte sur le monticule, gravit le monticule, et fait un signe aux tueurs. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors ceux-ci sortent de leur embuscade
et tue tous ses compagnons, mais lui le laisse vivant et lui passe les chaînes. C'est comme ça que ça se passe. Et ils l'ont livré, ça y est, j'ai retrouvé le nom du lieutenant de Marius, c'est Sylla. On l'appelle Sylla, qui est devenu un dictateur, etc., etc. Voilà, alors il a été remis, Sylla l'a remis à Marius, la guerre s'est terminée, et puis Marius a triomphé. Le premier, on connaît ainsi la date de mort de Jugurtha. C'est quel jour? Le premier de janvier. Le 1er janvier 100... Alors, je vous dis, je ne l'ai pas relu, mais je peux retrouver. Jugurtha, c'était 155, 105. 105. D'accord. Attendez, 104. D'accord. La guerre s'est terminée en 105. Et cela se passe donc à Rome, à bien Rome sûr. même. À Rome même, Jugurtha était donc emprisonné dans une prison sinistre, Oui. qu'on appelle le Tullianum, qui existe encore, et ses deux fils étaient avec lui, mais à part, parce qu'on leur a laissé on leur laissait la vie sauve. D'accord. Alors, donc il y a le cortège triomphal qui suit un itinéraire très très précis, et lorsqu'il est arrivé sur une rue qui monte vers le Capitole, le char triomphal s'arrête, tout le cortège s'arrête, et l'ordre d'exécution est donné. Donc comment on exécutait? Parce qu'on a donné encore une version oui. qui est fautive. Pourquoi? Parce que les ennemis de Rome, ce qu'on appelle hostis publicus, l'ennemi public de Rome, est étranglé. Il n'y a pas d'autre moyen. Et on va raconter on l'a enfermé sans lui donner à manger pendant 8 jours. Pas du tout, c'est immédiat. C'est lorsque le cortège triomphal s'arrête, avant de monter au Capitole, il s'arrête, il attend qu'on étrangle le condamné, et lorsqu'on vient annoncer qu'il est mort, à ce moment-là, il reprend son itinéraire et il se rend au temple de Jupiter, Junon, Minerve, pour faire un sacrifice. Et parmi les historiens donc, qui ont écrit sur Jugurtha et sur cette guerre, quels sont les historiens qui sont un peu plus proches peut-être de cette réalité, de cette époque-là? Alors, il n'y a qu'un seul. Salluste. C'est le seul, celui qui est fondamental, c'est Salluste. Oui. Salluste, mais il abandonne Jugurtha au moment où il est arrêté. D'accord. La suite, il faut la reconstituer d'après d'autres écrits d'historiens modernes, peut-être même anciens, donc savoir qu'il est enfermé, qu'il porte toujours des chaînes, il porte toujours des chaînes, il est toujours surveillé par un geôlier, qu'il est jeté dans un puits, c'est une espèce de puits, il est jeté de haut en bas. Si on a le jugement de Plutarque, oui. Qui nous décrit comment il a été accueilli par les gardiens du Tullianum, il se jette sur lui, il lui arrache sa boucle d'oreille, il portait une boucle d'oreille, il lui enlève sa tunique, en fait tout ce qu'il possédait d'un peu précieux, et il le jette au fond du puits. Alors on se dit, il paraîtrait qu'il était devenu fou, parce qu'il leur a dit en riant, vos bains sont froids. Parce que c'était vraiment cette fosse était glacée. Et voilà, j'ai reconstitué aussi sa mort par ce que je viens de vous dire, c'est l'étranglement, c'est la strangulation, c'est l'attente du cortège triomphal, l'attente, et puis le départ quand Jugurtha est mort. Pour son fils, ses deux fils, on ne sait pas. Ils n'ont pas été exécutés, mais on retrouve un seul dans l'histoire.
C'est lequel? Il s'appelle Oxyntas. Oui, Oxyntas, c'est un nom grécisé, hellénisé. d'accord. Et il était détenu en otage dans une ville, alors je n'entre pas dans les détails, mais c'est parce que c'est trop long, dans une ville où il y avait une guerre entre deux généraux romains, et l'un d'eux, sachant que le fils de Jugurtha était là, l'a fait libérer, lui a mis le manteau rouge, pourpre on dit plutôt, le manteau pourpre de roi, et l'a montré aux Numides, qui était allié avec la partie adverse. Et il paraît qu'à la vue de leur roi, ils le considéraient comme roi, ils ont déserté. D'accord. Les Numides ont déserté, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, dans cette Afrique du Nord et dans cette Algérie en construction, comment est-ce qu'on regarde donc cette histoire de ces deux grands hommes, deux grands rois, Massinissa, Jugurtha? Est-ce qu'on les connaît vraiment? Non. Alors vous avez dit un mot, l'Algérie en construction. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dirais qu'elle est en destruction. Pourquoi? Oh, ben, écoutez, bon, j'ai vécu jusqu'en 94, j'avais des étudiants, ils avaient un assez bon niveau, ils trouvaient du travail, mais maintenant ce que j'apprends complètement du sinistre, c'est le sinistre dans l'éducation nationale. Ils ne savent pas, ils font des fautes en arabe, on leur apprend une seule langue, enfin. Moi, j'appelle ça de la destruction. Je disais en construction, peut-être par rapport au temps, hein, et effectivement, les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien, bien sûr. Rien ne va, monsieur. Rien ne va. Oui, le système politique. Tout. Ni la santé, ni la formation, l'éducation et la formation. Je ne sais pas, il y a une partie... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, peut-être, Houaria Kadra Hadjaji, alors? Écoutez, vaste programme. Mais je ne sais pas, moi, c'est qu'il faut faire partir, les obliger à partir, ceux qui ont fait le malheur de notre peuple. Les obliger à partir, mais comment? Ils se sont incrustés, ils se sont étendus, ils ont des soutiens partout, de la clientèle partout. Ce n'est pas faux, mais malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose? Ou peut-être un dernier mot? Je voulais dire, pour Massinissa, c'est un homme dont la carrière, non pas comme Jugurtha, la carrière a été ascendante. Oui. Et il est arrivé au sommet. Tout ça parce qu'il a été servi par les circonstances. Les Romains lui ont demandé de combattre avec eux et l'ont récompensé, d'accord? Et aussi grâce à ses qualités de guerrière, ses qualités de diplomate. Il avait une tête politique, c'était une tête politique, et il est arrivé au sommet, c'est-à-dire qu'il a unifié l'Afrique du Nord. Alors, je récapitule, la Tripolitaine, qui est la partie nord de la Libye, le domaine carthaginois, le territoire carthaginois, ensuite les deux Numidies, et je pense que la Mauritanie n'aurait pas fait le poids. Et s'il était beaucoup plus jeune, il est mort à 90 ans, il n'aurait fait qu'une bouchée de la Mauritanie. Très bien. Et puis à la fin, ce n'est pas tout, il a été immortalisé par ses sujets, il a été décrété comme Dieu, et on lui a construit des temples avec des prêtres, des cérémonies, que désirer de plus? Eh bien, merci Houaria Kadra Hadjaji d'être venu à Berbère Télévision et bonne continuation. Merci beaucoup, Youssef. Ça a été un grand plaisir pour moi. Tout le plaisir a été pour moi aussi. Merci à vous aussi, mes amis, de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.